N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Chers internautes de la chaîne Léon Show, Léo News, nous sommes au bureau du professeur Lycée Mouendi, il est chercheur. Prof, nous parlons sur la question qui est l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Avec vous, professeur, la communauté de EAC a commencé, il est dans le processus de créer une nouvelle force régionale, alors que c'est la mission de la MONUSCO. Pouvez-vous nous parler quelle nouveauté dans cette initiative? Alors, par rapport à la RDC, je vais d'abord m'exprimer par rapport à l'East African Community, qui est une organisation d'intégration. L'objectif de l'East African Community est clair, donc il faut approfondir les relations économiques, intégrer les économies des pays, intégration politique, intégration sociale, intégration culturelle. Mais l'East African Community ne mentionne pas parmi ses missions une intégration sécuritaire ou militaire. Donc ce n'est pas une organisation de défense collective comme l'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ceci dit, par rapport à la RDC, l'East African Community veut entreprendre quelque chose de nouveau, parce que ça ne figure même pas dans ses missions principales. Et les piliers sur lesquels l'East African Community a concentré ses efforts, c'est l'union douanière, le marché commun, l'union monétaire qui est en projet, et la fédération politique qui est encore en projet. C'est l'idéal que vise l'Union africaine, et pas l'Union africaine, mais l'East African Community. Ok, alors, par rapport à la RDC, il y a un problème sécuritaire qui touche essentiellement la RDC, mais avec des implications transfrontalières, puisqu'il y a en RDC des groupes armés transfrontaliers, des groupes armés étrangers, comme l'EDF, comme les FDLR, comme les Forebu du Burundi, etc. Et ce sont autant de groupes armés qui portent la nationalité de certains États membres de l'East African Community. Et peut-être ces complexes de sécurité, cette interdépendance des questions sécuritaires qui pousse l'East African Community à vouloir investir dans des opérations conjointes. Voilà ce que je peux dire à première vue. Il reste à savoir si c'est une initiative qui est porteuse d'espoir ou non. Ça, c'est une autre question, une inquiétude qui pourrait être fondée. Oui, avec vous, professeur, pensez-vous que telle force peut être habilitée à combattre l'évasion de l'armée rwandaise signalée sur les sols congolais? Comme hier, il y a au moins 500 militaires rwandais des forces spéciales du Rwanda. Si ça peut aider à combattre les groupes armés étrangers en RDC et des groupes armés qui viennent effectivement de ces pays-là. Bon, qu'est-ce que l'East African Community va apporter de plus lorsqu'on sait que normalement dans une mission de maintien de la paix, si c'était une mission de maintien de la paix comme celle de la MONUSCO, on interdit aux pays directement concernés d'y participer. Bon, si c'est dans le cadre d'une brigade d'intervention, ça veut dire on sort vraiment d'une mission de maintien de la paix, on entre dans une mission, dans des opérations conjointes où il faut combattre des groupes armés. Il se pose une question géopolitique parce que s'il y a des États voisins qui soutiennent certains groupes armés, comme le Rwanda est accusé de soutenir le M23, c'est sûr que c'est un État qui n'aura pas intérêt à ce que cette question de groupes armés étrangers en RDC soit réglée. Et donc, la posture d'un État comme celui-là n'est pas une posture qui le place
donc qui justifie qu'il puisse vraiment s'intéresser à des opérations armées contre un groupe armé allié ou un instrument de sa politique étrangère en RDC. Parce qu'un État peut utiliser un groupe armé pour en déstabiliser un autre. Alors, si le Rwanda soutient le M23, je comprends mal que le Rwanda puisse participer à une mission conjointe, une mission de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour combattre le M23 en RDC. L'Ouganda, si l'Ouganda intervient en RDC à Beni, c'est simplement parce que les ADF, qui sont un groupe ougandais, ont commencé à menacer la sécurité de l'Ouganda. Le jour où l'Ouganda sera sûr que l'ADF n'est plus une menace à sa sécurité, peut-être qu'il s'arrêtera là. Peut-être que l'Ouganda peut se contenter de repousser les ADF loin de sa frontière et observer ce qui va se passer. Et le Rwanda peut se contenter de repousser les FDLR, qui sont leurs ennemis, les repousser loin de la frontière congolo-rwandaise. Le Burundi peut être intéressé seulement à protéger aussi sa frontière en repoussant la menace loin de la frontière. Tous les États qui ont des préoccupations sécuritaires s'intéressent à la sécurisation ou à l'élargissement de leur enveloppe sécuritaire, ce que nous appelons en géopolitique l'enveloppe sécuritaire. Donc on peut juste repousser la menace loin de la frontière, faire la guerre loin de son territoire, faire la guerre contre ses adversaires, mais loin de son territoire. Alors ça risque d'être ça, la stratégie de l'Ouganda, la stratégie du Rwanda, la stratégie du Burundi contre les différents adversaires à leur pouvoir. Mais le M23 n'est pas un adversaire au Rwanda. Et c'est ça tout le défi, parce que le M23, c'est plutôt un allié, voire un instrument du Rwanda pour déstabiliser la RDC. Et donc, logiquement, le Rwanda ne va pas combattre le M23. Et si la RDC accepte qu'un État comme celui-là participe à une mission de l'East African Community en RDC, ça serait un leurre, ça serait se tromper, quoi. Pour la RDC, ça serait naïf d'espérer que le Rwanda peut contribuer à lutter contre le M23. Donc cela signifie que c'est parce que le Rwanda n'a pas été présent à la réunion des États généraux à Goma, qui ne sont pas prêts donc à la création de la force régionale aussi. Oui, et donc il ne faut pas être naïf dans les relations entre les États. Si le Rwanda ne se présente pas, ça peut être un signe, un indicateur. Tout comme il peut se présenter et jouer à l'hypocrisie. Et qui sait que les autres qui ont été présents, qui sait qu'ils sont vraiment mobilisés contre cette menace, ou bien qu'ils ont des relations avec la RDC. Ils ont aussi des relations avec le Rwanda. Donc, tout dépend de l'importance de leurs relations avec la RDC. C'est leur relation, leur partenariat économique, sécuritaire et autres. Donc tout ce qu'ils peuvent espérer de la RDC qui va justifier qu'ils prennent position pour la RDC au détriment de tel ou tel autre groupe armé qui serait soutenu par d'autres membres de l'East African Community. Et c'est pour cela qu'il peut être difficile d'assurer une cohésion interne à l'East African Community. Pourquoi est-ce que l'OTAN réussit dans ses opérations? C'est parce que l'OTAN, c'est une alliance militaire. Dès la signature de l'accord, tout est stipulé clairement depuis 1949 que toute agression contre un membre de l'OTAN justifie la mobilisation de tous les autres membres contre cet adversaire-là, et qui est logiquement un État extérieur à l'OTAN. Ici, nous sommes dans le cadre d'une relation interne. L'insécurité se trouve en RDC. Ce sont des groupes armés infra-étatiques qui insécurisent la RDC. Ce n'est pas encore un conflit entre États, même si ça semblait être la perspective il y a un mois, il y a quelques semaines, un mois, entre la RDC
et le Rwanda. Et donc ici, la première difficulté, c'est l'harmonie au sein de l'East African Community. Est-ce que tous vont se mettre d'accord pour combattre l'insécurité en RDC? Tous, y compris ceux qui ont intérêt à perpétrer cette insécurité, le cas du Rwanda. Ça, c'est la première question. Deuxième, quand ils prennent le risque d'intervenir pour une question interne, insécurité interne, guerre intra-étatique, donc entre un État et des groupes armés internes, c'est le cas de la RDC, est-ce qu'ils ne courent pas le risque de s'enliser dans ce conflit de la même manière que la MONUSCO, la force d'intervention onusienne, la FIB, qui est une force d'intervention additionnelle aux forces qui étaient déjà en RDC, dans le cadre de la mission de maintien de la paix de la MONUSCO, parce qu'on a rajouté la brigade, qui est aussi une force onusienne, mais pour faire la guerre, et qui elle aussi s'est enlisée. On voit qu'il y avait des Tanzaniens, il y avait des Sud-Africains, il y a beaucoup de nationalités qui se sont rajoutées aux Indiens, aux Bangladais et autres, et qui, elles aussi, toutes ces forces, se sont enlisées dans le conflit congolais. On voit maintenant aussi que même dans le cadre bilatéral, l'Ouganda a décidé de mener une opération en RDC qui s'est transformée rapidement en une opération conjointe avec les forces armées de la République, les forces armées, les FARDC. Et même dans le cadre bilatéral, on voit que l'armée ougandaise s'enlise aussi. Donc, on déstabilise les groupes armés internes, mais les conflits s'enlisent et ces forces restent avec le risque de se retirer sans mettre fin à la menace. Est-ce que l'East African Community, qui n'a déjà pas d'expérience dans les interventions sécuritaires de ce genre, est-ce que l'East African Community ne risque pas, elle aussi, de s'enliser dans le conflit congolais? Parce qu'on sait que les conflits intra-étatiques sont toujours un pétrin dans lequel d'autres États peuvent s'enliser facilement. Moi, j'ai toujours pensé, et je le crois, je le crois fermement, que la solution à l'insécurité en RDC viendra d'abord, ou elle dépend d'abord de la montée en puissance des FARDC. Les autres peuvent venir aider, mais pour éviter les risques que les appuis extérieurs viennent s'enliser en RDC, il faut que les FARDC soient en mesure de faire la guerre avec ou sans l'apport extérieur. C'est de là que viendra la vraie solution. Alors, professeur, toujours avec vous, faudra-t-il vraiment encourager la création de la force régionale? Alors, je suis en train de le dire, ça risque d'être une force additionnelle et qui va entraîner un échec additionnel. Donc, tout le travail de fond qu'il faut faire, c'est de renforcer la disposition et les capacités, la montée en puissance des FARDC pour que les recours aux forces étrangères, y compris les recours additionnels à l'East African Community, ne soient qu'un passage, une transition pour gérer le présent, mais un présent qui doit être court en attendant que les FARDC en découdent seuls vis-à-vis de ces groupes armés. Avant de finir avec vous, professeur, il y a les 500 militaires des forces rwandaises qui sont déjà à Tchanzu, dans le territoire de Rutshuru. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil au gouvernement congolais? Vous encouragez le dialogue ou carrément le combat? J'encourage le combat. J'encourage le combat, pourquoi? Parce que, vous l'avez remarqué depuis quelques semaines, le fait pour les FARDC d'avoir présenté des preuves de l'incursion rwandaise a réveillé la cohésion nationale congolaise. Et ça, c'est quelque chose à préserver. Et c'est connu, l'équation est simple. La cohésion nationale se renforce lorsqu'il y a un ennemi commun, un ennemi extérieur. Et on a vu les Congolais se mobiliser. Tout le monde est prêt à soutenir les FARDC puisqu'il y a un ennemi extérieur désigné avec des preuves à l'appui. Donc ça, c'est la première raison pour moi, c'est de préserver, faire la guerre, maintenir la position
militaire parce qu'à ce moment-là, on maintient la cohésion nationale qui a quand même été dispersée depuis des années. On sait que la question des conflits à l'Est n'intéresse pas beaucoup les Quinois, par exemple. Ils considèrent que c'est une guerre de l'Est. Ça, battu à Est, vous voyez? Et ça, c'est un problème pour une nation. Deuxième chose, deuxième raison pour laquelle je prône la solution militaire, ça donne l'occasion à la RDC de mettre à jour ses capacités militaires. Parce que longtemps, la RDC s'est comportée comme un pays sans ennemis. Depuis des années, depuis quasiment une génération, depuis plus de 20 ans, bon, on vit avec les voisins comme s'ils étaient des amis, entre guillemets. Hein. Donc on fait confiance, on crée des mécanismes de vérification, des mécanismes conjoints, parce qu'on fait confiance aux autres. Mais cette confiance est toujours trahie. Et l'exemple du Rwanda le prouve, parce que le Rwanda a toujours trahi cette confiance. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda est accusé d'intervenir en RDC. Et chaque fois qu'il y a une provocation de ce genre, on recourt au mécanisme conjoint, tout se calme. Hein. Il est même arrivé aussi qu'il y ait des petites provocations au sud du pays, avec l'Angola, Kaemba, etc. Avec la Zambie aussi. Bon, ok. Si c'est des escarmouches, ça peut passer. Que nos soldats se sont trompés, ils ont franchi la frontière sans le savoir. Mais lorsqu'il s'agit d'un État qui a une intention, une intention géopolitique claire sur une partie de la RDC, parce que ça s'est répété depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda soutient un groupe rebelle en RDC. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des incursions de l'armée rwandaise en RDC. Donc ça, c'est une intention claire et qui se répète dans le temps, qui s'inscrit dans une certaine continuité depuis la fin des années 90, depuis l'AFDEL quasiment. Et donc ça serait une erreur de continuer à faire confiance aux autres comme si nous, on n'avait pas d'ennemis. Ouais. Au contraire, on peut, face à l'ennemi désigné, on peut essayer de mobiliser les autres voisins et les partenaires extérieurs du pays pour appuyer une décision ferme à l'égard de cet ennemi. Donc s'il y a une volonté claire de faire la guerre, je me résume, ça va aider la RDC à maintenir la cohésion nationale et le soutien au FARDC, parce que tout le monde est maintenant mobilisé. C'est vraiment, si on fait un sondage actuellement sur la volonté des Congolais d'appuyer les FARDC face à une éventuelle guerre contre le Rwanda, je dirais que cette volonté est au top. Et deuxièmement, ça va aider la RDC à réinvestir dans l'armée ou à accroître son investissement dans la sécurité et dans l'armée, parce qu'on semble avoir oublié ce secteur. Bon, avant de finir avec vous, prof lycée, il y a le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est en train de tourner contre le Rwanda, alors qu'il y a plus de 15 ans. L'ancien président, lui, n'a jamais parlé sérieusement contre le Rwanda. Ça signifie quoi concrètement? Alors, je vais vous dire une chose qui va vous étonner. Il n'y a pas de bonne diplomatie sans armée. Vous réussissez dans votre diplomatie si vous avez d'abord une force militaire. Mais si vous donnez ou bien vous parlez, mais vous ne faites craindre aucune menace à l'égard de vos partenaires avec qui vous négociez, avec qui vous traitez en pleine diplomatie. Si les gens avec qui vous traitez ne craignent aucun risque en violant les accords qu'ils signent avec vous, votre diplomatie est inutile. Donc il faut investir dans la défense du pays et accompagner cet investissement militaire par une diplomatie et qui sera plus fructueuse que celle que l'on mène sans armée. Oui, donc faire la diplomatie sans l'armée, c'est comme faire de la musique sans instrument. Oui, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, mais vous personnellement, prof, si on vous demande
conseil à donner aux Rwandais face aux menaces qui sont en train de mener contre notre pays? Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Comme conseil que je peux donner aux Rwandais, c'est d'éviter, c'est de changer de registre. Donc, si jusqu'ici le Rwanda a beaucoup investi dans la déstabilisation de la RDC, tout en espérant que la RDC va continuer à lui offrir des opportunités d'investissement, je conseillerais au Rwanda d'abandonner la logique de la déstabilisation de la RDC et de beaucoup plus investir dans un partenariat négocié, économique avec la RDC. L'East African Community, c'est d'ailleurs un bon cadre pour favoriser les échanges et les investissements communs. Le Rwanda avait déjà un espace aérien à exploiter, avait déjà des aéroports à exploiter en RDC. Je ne comprends pas pourquoi il continue à déstabiliser la RDC. Donc, en faisant cela, il risque de tout perdre. Il faut investir dans le partenariat économique, culturel. Et je crois que le Rwanda a intérêt à privilégier ce genre de partenariat plutôt que l'affrontement. Même si il peut se dire qu'il a les moyens, qu'il a une armée facile à mobiliser, une armée peut-être disciplinée qui va lui obéir, qui va obéir au président. Mais c'est des gens qui vont se faire tuer. Et une guerre qui ne va pas bénéficier aux Rwandais, qui ont beaucoup plus besoin de leur clientèle en RDC parce qu'ils vendent beaucoup de légumes, beaucoup de denrées alimentaires à la RDC. Ils ont besoin de leurs clients congolais qui, lorsqu'ils traversent, ils payent. Ce sont les Congolais et d'autres États qui payent les taxis, qui financent l'économie rwandaise en fait. Et le Rwanda avait même déjà venait même de gagner un autre projet de coopération dans le secteur minier avec la RDC. C'est beaucoup plus payant et beaucoup plus utile pour les Rwandais que de voir leur État ou leur régime faire la guerre à la RDC. Parce que ça va forcément nuire à l'économie du Rwanda. Un dernier mot à nos téléspectateurs qui vous suivent par rapport à l'actualité du moment. Avez-vous un dernier mot? Par rapport à l'actualité. L'actualité, c'est... à nos téléspectateurs. Encore la diplomatie, la visite du roi des Belges. La visite du roi des Belges. Oui, une très bonne chose pour enrichir et cimenter les bonnes relations entre la RDC et la Belgique parce que c'est des relations qui ont évolué à dents des scies. Il y a eu des moments de bonheur et des moments de crise. Depuis l'indépendance, on a quand même connu 4 crises majeures qui ont entraîné des ruptures de relations diplomatiques. On a aussi connu à peu près 8 autres petites crises qui n'ont pas entraîné de rupture de relations. Et donc, lorsque les relations sont bonnes avec un ancien partenaire, ancien colonisateur, donc ces deux nations qui sont devenues amies et qui devraient renforcer leurs relations, la RDC peut être heureuse d'avoir obtenu des excuses officielles, donc des regrets officiels de la part de la Belgique, et donc on peut construire sur ça et développer des relations culturelles, approfondir des relations culturelles, économiques et militaires, pourquoi pas, parce que la Belgique aide quand même beaucoup la RDC dans la formation des commandos congolais. Ils ont un camp, une base de formation des commandos à Kindu, que j'ai déjà visité depuis longtemps, depuis le brassage. Et donc, si on peut miser sur ça et élargir la coopération militaire, au-delà de la simple formation, obtenir aussi des facilités pour acquérir des armes, pourquoi pas commencer à fabriquer des armes en RDC. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Prof, nous vous disons merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Okay. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.